Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes le 21 janvier 2025. Il est 23 heures pour moi. Il est quelle heure pour Hervé? 16 heures au Portugal, je crois. Non, 15 15 heures. heures. On a un décalage avec la France. D'accord, très bien. Bonjour Hervé, comment vas-tu? Eh ben, écoute, bonjour Max, ça me fait plaisir de te revoir. C'est toujours agréable et intéressant de discuter avec quelqu'un qui est très ouvert d'esprit sur l'ensemble des positions des nationaux au sens très large. Merci. Alors, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, normalement, ils te connaissent puisque tu es déjà intervenu sur notre chaîne à plusieurs reprises. Tu es élu des Français de l'étranger sur l'étiquette RN, élu au Portugal. Et voilà, nous avons échangé à plusieurs reprises pour parler du camp national. Je rappelle pour nos auditeurs que je souhaite rassembler, réunir tous nos compatriotes patriotes chez les Français de l'étranger et j'invite ceux qui le Et souhaitent j'ai le même échanger souci, avec je nous. te rejoins donc, que je suis sur la même ligne, euh, même si moi je suis forcément engagé dans un mouvement, mais enfin, ce mouvement fait Il partie en d'un faut. grand mouvement Il d'ensemble en faut, ouais, et il faut qui va les... jusqu'à outre-Atlantique pour Tout à être dans fait. Bah, l'actualité. il faut des personnes indépendantes comme moi, il faut des personnes engagées comme toi, avec une Mais étiquette libre et d'esprit, justement, mais libre d'esprit, voilà, et engagé, mais libre d'esprit. il faut écouter ce qu'ils ont à dire. Donc, alors justement, j'ai pensé à toi il y a quelque temps déjà pour commenter l'actualité RN, le décès de Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, le 21 janvier, nous sommes juste après l'inauguration de Donald Trump. Donc, je voulais quand même te poser rapidement une question d'actualité. Que penses-tu de tout cela? Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que ta position est similaire à celle de certains nationaux qui disent que c'est un vent de liberté qui souffle sur les États-Unis et sur l'Occident? Qu'est-ce que ça t'inspire? Bon, eh ben, écoute, c'est un peu difficile parce que l'homme est un peu imprévisible, mais en gros, pour moi, c'est évidemment positif. Ne serait-ce que parce que ça remplace la clique démocrate qui emmenait l'Amérique et nous derrière, un bon suiveur qu'on est, via l'Union européenne, ça c'est la locomotive et les wagons, dans un wokisme et un gauchisme et un humanisme progressiste, etc., qui est évidemment tout le contraire de ce qu'on veut. Bon, là, il fait marche arrière, enfin marche arrière toute, où il combat ça et il a l'air d'être résolu à le faire non pas en parole comme nos LR par exemple ou d'autres, non pas en parole parce qu'ils sont le vent d'histoire, mais par conviction et il va joindre le geste à la parole. Donc ça c'est positif. Maintenant je ne dirais pas que j'approuve tout parce que le fait America First, ça veut dire que nous on arrive en second, c'est jamais bon d'être le Poulidor. Oui, mais c'est Non mais en normal. plus oui, non, c'est non, oui, non, mais tout à fait, c'est ce que je vais te dire. Mais il n'empêche que donc pour nous, il ne faut pas s'attendre à des cadeaux qu'on ne mérite pas d'ailleurs, hein, il faut bien le dire. Bon, alors moi, la grande leçon quand même, j'ai écouté avec réjouissance une partie de son discours, parce que ça prouve quoi? Il nous démontre, on retourne à ce qui est la vérité des choses en politique internationale et nationale, mais c'est la réelle politique. La politique, c'est pas un jeu d'enfant de cœur, c'est pas, on ne gouverne pas innocemment, disait Richelieu, je crois, et tu es, il y a des intérêts à défendre et évidemment il faut défendre ceux de sa collectivité. Il nous montre et donc ce qu'il dit, il faut être fort économiquement à l'intérieur, bah, c'est tout le contraire de ce qu'on est. On a c'est tout périclité. Il n'y a qu'à voir nos résultats et notre situation actuelle, budgétaire et autres. Et puis à l'international, il faut exister, ce qu'on faisait à l'époque de De Gaulle, avoir des convictions, des opinions, des alliés, mais et pas se cacher derrière la facilité d'un multilatéralisme européen parce que qu'on suscite d'un côté. Mais en fait, quand ça va mal, on dit ben, c'est l'Europe, c'est pas nous. C'est facile pour un Macron de dire ça. Et puis quand ça va bien, ben, c'est moi qui ai poussé l'Europe, etc. Donc, c'est une politique de faux cul. Et en plus, c'est pas une politique pro-nationale. Macron, on va le voir, est évidemment joue en permanence contre la France. Alors, Trump a rappelé que ben, maintenant ça va bien, la récréation est terminée, et puis qu'il faut ben, que chacun s'occupe de ses billes et puis de défendre ses nationaux. Donc, c'est ce qu'on a toujours dit, nous, chez les nationaux, comme tu sais, depuis 40 ans. C'est tout le contraire de ce qu'ont prêché tous les autres qui sont mondialistes, universalistes, immigrationnistes, anti-souverainistes. Ben, lui, il a dit non, la nation, elle est souveraine.
À l'intérieur, c'est l'État qui gouverne, il faut qu'il règle. Il y a des lois de la nature. Ben, il y a deux sexes qui existent. C'est le bon Dieu qui les a créés. Ça m'a bien fait rire. Et donc, l'État américain ne reconnaît que deux sexes. Et puis, on va pas en inventer un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ça s'arrêtait plus. Les amis des chèvres, les amoureux des Bon, on est bien d'accord sur hippopotames. ce point. Voilà. Bon, donc il a remis les pendules à l'heure. Alors après, eh ben, évidemment, il fera pas que des bonnes choses, mais déjà, ce qui nous a évité, c'est-à-dire s'enfoncer encore plus dans le wokisme et dans ce mondialisme et dans ces guerres qui nous concernent pas et dans cette immigration qui nous tue notre identité et notre sécurité, bah, effectivement, pour nous, ça nous conforte, ça nous donne raison et ça prouve que ce qu'on dit depuis 40 ans peut être tout à fait d'actualité brûlante, que la réalité revient sur le devant de la scène. Voilà. D'accord. Alors sur ce point, je pense qu'on est d'accord. Maintenant, puisque c'est ta famille politique, est-ce que tu as un commentaire sur les réactions du RN? Pourquoi Zemmour, Gnafo et Marion Maréchal y étaient et pas Marine Le Pen ou Jordan Bardella? Parce qu'on peut dire peut-être Marine Le Pen était en deuil, etc. Pourquoi Lio Alliot et d'autres y sont allés pour représenter le RN? Et d'ailleurs, j'ai pas vu d'informations à ce sujet. Peut-être, bon, j'ai pas regardé. Aussi, c'est pas apparu dans mon fil d'actualité. Est-ce qu'ils ont tweeté? Est-ce qu'ils ont parlé de cela? Quelle est la Oui, réaction de alors, Lio? J'ai pas vu de photos, de vidéos. Qu'est-ce qui s'est si passé? tu veux, bien oui, Le dans point de vue l'ensemble. du RN. Ben, déjà, on respecte un homme d'État et un président qui vient d'arriver. On souhaite coopérer avec lui parce que c'est quand même un allié de la France, ça a été un allié de la France, et puis ça le reste quand même au moins en partie, ça va le rester. Bon, maintenant, la présence, ben, si tu veux, disons qu'ils étaient plus disponibles pour ça chez Reconquête, qu'ils ont noué des liens beaucoup plus militants avant, Oui, avec des depuis think plus tanks, longtemps etc. avec l'équipe des Républicains, donc tout naturellement, ils y sont allés. Mais Mélanie y est allée, d'ailleurs, qui est du Oui. même bord que nous. Hein. Mélanie y est allée, en tant que chef d'État italien. C'est en disant zut à von der Leyen, d'ailleurs, ce qui m'a C'est réjoui. la seule. C'est la seule des pays Oui, européens. oui, c'est la seule, mais aussi c'est la seule qui a été invitée. À part évidemment le Hongrois, là, bon, qui évidemment bon, a une sympathie naturelle pour Trump. Bon, Oui, mais d'ailleurs, pourquoi il n'est pas allé, Victor Orban? si, si, il est allé, d'après ce que j'ai compris, Ah bon? il était invité. Oui, 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 je crois qu'il y était, mais on n'a pas trop insisté, mais si, si. J'ai cru qu'il était invité, Ah, mais il a qu'il n'est été pas allé, je invité, sais en pas. tout cas, il a été invité. Alors, il a peut-être eu une contrainte d'emploi du temps, ça, j'en sais rien. Il a peut-être envoyé D'accord. un Moi, j'en sais pas traducteur. plus. Ok. Bah oui, moi non plus, j'ai pas le détail, mais bon. Mhm. Non, mais nous, si tu veux, nous, d'abord, on n'y est pas allé. Alors Marine, oui, d'abord son deuil. Ensuite, bon, elle veut éviter de passer pour un pion de la CIA ou des États-Unis. Elle veut pas qu'on puisse lui faire son reproche, puisque quand elle est allée voir Poutine, on n'arrête pas de lui dire, ah mais vous êtes un pion de la Russie, D'accord. etc. Bon, ça a du On aurait sens. dit la même chose. Bon, déjà. En plus, on y est par groupe interposé, parce qu'on fait partie d'un groupe au Parlement européen. Il y a eu une délégation dont je pense qu'il devait y avoir un type du RN dedans, mais en tout cas, c'était notre groupe, Ah oui, donc il y en avait qui a trois. parlé au Il y avait nom de eu notre groupe. Alliot et deux autres. Ah ben, Alliot, ben oui, Alliot, ben, s'il n'est pas RN, bon, ben Alliot, c'est quand même, il a été que, candidat à la présidence et c'est un maire important, ben donc il représentait le RN, mais ils y allaient en tant que parti groupe européen, avec d'ailleurs quelqu'un que je connais bien ici, qui est Ventura, le président de Chega, qui se présente d'ailleurs aux présidentielles portugaises aussi prochainement. Bon, donc là, mais c'est pareil, Ventura, Donc, c'est il était justifié. Ils ont fait acte de présence. C'était oui, pour le oui, travail. oui, oui, oui. Puis ils ont parlé au nom de tout le monde. Et même nous, on a un représentant. Donc on ne peut pas dire qu'on a craché dessus et qu'on s'est défaussé. Mais simplement, D'accord. on n'a pas mis les premiers couteaux parce que déjà, on n'avait pas tiré la couverture. Mélanie, elle est présidente de son pays. Il n'y en a qu'un président. Bon, là, Marine n'est pas présidente de la France encore, tout au moins. Et donc, ben, dans un parti qui est une confédération de différents pays, ben, on était un des trois, comme tu l'as rappelé, une des trois composantes mais on n'avait pas vocation à tirer la couverture à nous. C'était pas l'ERN, c'était la casquette. Ça s'appelle Union des Patriotes pour l'Europe, je crois, c'est ça hein, le groupe. Les Patriots Euh, for Europe, quelque chose comme oui, les ça. Ouais. Patriotes pour l'Europe. Bon, ok. Mais voilà donc la réponse à la question, quoi. D'accord, très bien, ça me semble clair. Bon, maintenant, mais passons à la France parce que c'est le sujet dont on doit parler. Quel état des lieux tu fais? Quel constat tu dresses de la France
au niveau politique du RN, mais aussi de voilà, Macron, réaction. Comment tu analyses les choses? Bon, ben écoute, moi, la mort de Le Pen m'a fait penser évidemment à des comparaisons et avec le présent. Et alors, tout naturellement, ça m'est venu spontanément, je me suis dit quand même, on voit le contraste entre un vrai homme politique, un vrai homme d'État, qui était Le Pen, je détaillerai je dirais en second après. Et lui, c'était un homme de lumière, malgré tout. Bon. Et actuellement, on a un petit président qui, pour moi, est un homme d'ombre, est un homme d'ombre malfaisant pour la France et les Français. Bon, alors, je vais donc montrer le côté obscur de la force que représente Macron, et puis après, vous verrez tout de suite le contraste quand je retracerai un Bon, peu ce rapidement, qu'est. n'en dis pas trop parce que si tu dis tout, ça va être long, hein. Oui. Bon, voilà. Bon, alors, moi, j'ai 5 points que j'ai relevés, mais qui m'ont frappé, parce que tout le monde peut le constater, ça s'est passé dans les 4 ou 5 derniers mois avec ce cirque d'élections, de dissolution. Bon, je dis, les tares de Macron sont apparus, mais d'une clarté aveuglante et sans pudeur et sans rien masquer. La première tare que j'ai relevée, c'est son cynisme, parce qu'en gros, il a appliqué la maxime de Coluche. Il a dit aux Français, dis-moi ce que tu veux, euh, et puis après, une fois qu'ils ont dit ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire ben, on veut plus de Macron, Macron sort, Macron dehors, et ben il a dit ah bon ben, dis-moi ce que tu veux. Et puis ensuite il a dit ben, dans ce cas je vais t'apprendre à t'en passer. Et puis ah bon tu voulais que je parte, dis-moi ce que tu veux, je veux que tu partes. Ah bon tu veux que je parte, bon ben donc je reste. Voilà comme ça je vais t'apprendre à te passer de ce que tu m'as dit que tu voulais. Ça c'est du cynisme à l'état pur. Un exemple qui frappe tout le monde, je veux dire. Il a pris 3 claques électorales. Soi-disant, il voulait sonder le cœur des Français. Et puis, quand il a bien compris clairement, bah, il a dit bon, ben maintenant, je n'en tiens pas compte et je reste, je me cramponne à mon siège. Bon, deuxième exemple, ça c'est évident, c'est le mépris du peuple. Parce que en fait, ça c'est cause toujours. Bon, en dépit donc de ce que veut le peuple manifestement, avec une tendance LFI, avec une tendance nationale, etc. Mais c'est clairement toute sa politique centriste, mondialiste, qui est remis en cause. Alors, que ce soit Barnier ou Bayrou, l'un après l'autre, parce que ce sera pareil, eh ben, il continue exactement pareil. Je ne vois pas du tout comment il a pris en compte ce qu'on dit clairement à plusieurs reprises, le peuple, ce qu'a dit le peuple, parce que qu'est-ce qu'il prend comme acteur? Des acteurs secondaires, des figurants. Le LR qui pèsait 4% aux élections, il remet en selle des vieux chevaux de retour d'il y a 20 ans qui représentent qu'eux-mêmes, et encore. Donc les hommes et les partis, c'est déjà toutes des has-beens et des losers. Bon, et quelle politique il a voulu à travers Barnier qui s'est pris une claque et Bayrou qui s'en prendra peut-être une à terme, probablement. Eh bien, c'est quoi? C'est continuer dans la même voie, c'est-à-dire pas faire d'économie alors qu'on est complètement en faillite. Barnier, son budget, c'était je ne sais plus combien de dizaines de millions supplémentaires. Hein. Bon, alors tu parles d'une économie. Tout ce qu'il faut, la sécurité d'immigration, tout ça, ça passait sous la table. L'aide médicale d'État, par exemple, ben, on n'en voulait même pas en entendre parler. Bon, donc il a continué mordicus avec les hommes qui lui plaisaient et qui font sa politique qui inchangé, il est têtu comme une bourrique, la même politique, les mêmes hommes, ou en essayant de ratisser sur des gens qui sont prêts à se renier, de toute façon sont du même bord que lui en réalité. Donc, aucun changement. Donc, c'est cause toujours, tu m'intéresses. Bon, Alors, ça, ça, peut-être de Retailleau, qu'est-ce que tu penses de Retailleau? C'est peut-être une exception? alors, Retailleau, tu fais bien de dire peut-être. Ben, j'ai connu personnellement Retailleau. Je ne vais pas m'étendre, mais je l'ai connu petit garçon. Et il venait de terminer son bac et il m'a demandé des conseils sur ses études de Sciences Po, futur, etc. Bon, et à l'époque, c'était un Villiériste. Je connaissais bien De Villiers, c'était le bras droit de Villiers. Bon, Mais c'est il a un plutôt une peu qualité. évolué. Comment? C'est plutôt une qualité. Oui, oui, à l'époque, oui, ça lui a donné, disons, quand même un pas mauvais fond. Il a pas trop mal commencé. Bon, après, il y a beaucoup d'opportunisme, il y a du carriérisme, il y a de l'ambition, il y a du notable, parce que son père que j'ai connu aussi, était un notable, je rentre pas dans les détails, était un notable important en Vendée, enfin, dans dans la Loire-Atlantique. Bon, donc, bon chien chasse de race. Alors, je crois qu'au niveau
des pensées, je pense qu'il pense ce qu'il dit, oui, qu'il était empêché de le dire jusqu'à présent avec des gens comme Madame 2% ou Madame 3%, là, comment elle s'appelle, Pécresse? Pécresse et compagnie. L'autre, là, du Nord, là, Xavier Bertrand, bon, tous ces gens-là l'empêchaient d'avoir les coups des franges. Maintenant, comme il se dit quand même que il a une chance d'être ministre, la preuve, en se faisant un des piliers d'une espèce de gouvernement de centre, il a saisi une opportunité de carrière. Alors, ce qu'il dit est bon, son analyse est juste, mais d'autres, souviens-toi, d'autres, même des ministres socialistes, souviens-toi de ce qu'a dit un des ministres socialistes qui est parti, je ne sais plus comment il s'appelait, qui a dit des bonnes vérités, mais le jour où il a claqué la porte de Beauvau. Bon, donc il n'est pas le seul à le dire. Je pense qu'il croit en Gérard partie à Collomb? ce qu'il dit. Comment? Collomb? Oui, Colomb, voilà, c'était ça. Une déclaration dont on se souvient. Bon, et même d'ailleurs un de ses sujets, même maintenant, Darmanin, qui a quand même mis un mot du genou pas possible à l'intérieur, mais qui dit oui, mais c'est la faute de la justice. C'est facile, c'est évidemment on fait rien, mais c'est pas de notre faute, c'est la faute du ministre de la Justice. Et on se défausse comme ça. Bon, donc, mais là, il pourra plus dire ça parce que en l'occurrence, c'est le fameux Darmanin qui est à la justice. Mais je pense que quand même ce qu'il dit, il le dit d'autant plus librement que ça ne va pas beaucoup lui nuire parce que déjà c'est un nouveau mainstream qui se profile, donc il devient politiquement correct. Il n'aurait peut-être pas dit ça il y a 20 ans, bon, mais maintenant il peut le dire sans risque. C'est la jouissance sans le risque. Bon. Et donc, Alors, tu crois ou tu crois pas? mais il sait très bien que de toute façon, il ne pourra pas. D'ailleurs, il a dit lui-même. Regarde, Mayotte, il dit oui, c'est vrai, le droit du sol. Ah, mais de toute façon, on ne peut pas le faire. On va durcir un peu, oui, comme ça, j'aurai le bénéfice de ça. Et je pense qu'il y croit. Mais de toute façon, il sait très bien, et je dis qu'on ne pourra pas, parce que le Conseil constitutionnel, tous ces gens-là qui sont des anti-France, mais on voit bien qui c'est, donc c'est des macronistes, des anti-France, des gens qui, de toute façon, ont toujours voulu le contraire du droit du sang et qui sont immigrationnistes, il faudra qu'on prenne le pouvoir et qu'on fasse un référendum et qu'on modifie la Constitution. Donc, Retailleau sait qu'on n'en est pas là, et donc il peut jouer sur du velours. Donc, c'est bien, mais je me méfie un peu, non pas tant de sa sincérité, mais que de sa réelle volonté d'action, et c'est aux actes qu'il sera jugé, et je pense que les actes seront très limités. Les actes ne peut pas faire grand-chose. Il a fait des OQTF. C'est Maintenant, il est exactement dans ce un que je... gouvernement centriste. C'est peut-être que de la com. Il fait de la com pour se Voilà. rendre peut-être présidentiable. Peut-être d'une part, et en tout cas pour redorer le blason, comme ils ont cru d'ailleurs avec Barnier, que ça ferait remonter de quelques points le score minable des LR qui était sorti du devant de l'histoire, comme les PS. C'est pareil, les PS essayent aussi, alors qu'ils sont ultra minoritaires, etc., essayent aussi d'exister à travers ce truc centriste qui les fait mousser, ils pensent ça va leur attirer des sièges et des électeurs. Hmm. C'est tout ça, c'est de la cuisine, c'est vrai. Bon, Ben, enfin, c'est peut-être pas revenons. faux. Si on a un candidat LR chez Retailleau, il peut faire sans doute mieux que Pécresse. Mais Ah, il bon. fera mieux que Pécresse, oui. Mais enfin, même s'il gagne 3%, qu'il passe de 4 à 6 ou 7, de toute façon, c'est pas ça qui fera un poids lourd de la présidentielle. Mais bon, je ne crache pas sur le Retailleau dans la mesure où, au moins, il a des bonnes intentions. Tu me diras que le chemin de l'enfer en est pavé, mais enfin bon, voilà. Bon. Ok. Alors, revenons à nos moutons. Oui. Donc, le cynisme clair, mépris du peuple, parce que c'est cause toujours que tu m'intéresses, je continue à faire ce que je veux. Malhonnêteté intellectuelle, alors là, c'est sidérant, parce que ça s'est passé en l'écart d'un mois. Il a dit tout et ensuite son contraire. Et c'est bon, on en a profité, ça vaut l'Académie C'est comme française. d'habitude. Parce que, ah oui, non, mais là, à ce point-là et à ce niveau-là, ça bat tous les records. Parce que, mais là, il est pris la main dans le sac. Il s'en est peut-être même pas rendu compte, tellement il est. Mais c'est une malhonnêteté intellectuelle politique qui est sidérante. Grâce à Macron, on a enfin la définition d'un républicain. Alors, personne, c'est très fumeux, personne n'a jamais su vraiment ce qu'est un républicain. Mais je vais te l'apprendre selon l'Évangile, selon saint Macron. Alors, c'est très clair. Au moment des élections législatives, au deuxième tour, où il avait une peur bleue que le RN arrive au pouvoir, euh,
Ils ont constitué avec la bénédiction de Macron un front républicain, un front baptisé républicain qui était supposé rassembler tous les républicains avec un énorme R et des trémolos dans la voix. Et puis, et alors, Macron était ravi que le LFI et le NFP élisent des macronistes, et les macronistes ont été ravis, quoi qu'ils en disent, d'être élus et d'élire des NFP. Hein, c'était copain coquin cul et chemise. Bon, alors à l'époque, il y a un mois avant, le Mélenchon était un grand les filles étaient des vrais, il avait un brevet labellisé de républicain. Très bien. Ok, c'est ça un républicain. Ah ben c'est ça, quelqu'un qui fait partie du Front républicain. Ah ben c'est bien. Bon, et puis alors, manque de chance, patatras, un mois après, 2 mois après, le NFP est à l'initiative d'une motion de censure qui marche et l'équipe de Barnier se fait dégager aux grandes dames de Macron. Alors, que ne dit pas Macron à ce moment-là? Mais la motion de censure, c'est anti-républicain. Tous ces gens du NFP, en gros, sont des factieux, ne sont pas des républicains. Et d'abord, premièrement, uniquement sur la forme, je fais remarquer, comme j'ai écrit d'ailleurs à un sénateur qui disait des conneries là-dessus, j'ai rectifié, un sénateur de l'étranger, qui disait mais c'est cette attitude anti-républicaine, cette dissolution contre nature. Non, mon vieux, la dissolution, elle est inscrite dans la Constitution, elle a fait partie, la motion de censure, c'est de fait ce qui s'est passé au jeu de paume au moment de la Révolution. Hein. Il y a eu une motion de censure du projet de budget de Louis XVI, ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'était ça, qui a été émis et qui a entraîné le rejet de la demande de financement. Et le tiers état a dit, mais attendez, si vous voulez qu'on paye, il faut peut-être qu'on cause. Et c'est quel fondement du Parlement et d'une motion de censure. Donc, premièrement, c'est totalement constitutionnel, je dirais même historique, depuis la première République de 89. Et surtout, alors, surtout ce qui me fait doucement rire, c'est que les mêmes qui hier étaient des anges de républicanisme deviennent des anti-républicains et des factieux. Alors donc j'en déduis de ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus républicains alors que la veille ils l'étaient les gens de l'AFP Mélenchon? Eh ben la réponse est donnée par Saint Macron. Eh ben parce que c'est très simple, la définition d'un républicain, c'est quelqu'un qui vote pour moi ou dans le sens de ce que je veux. Et un anti-républicain, c'est quelqu'un qui vote pas comme je veux et dans le sens contraire à ce que je demande. C'est C'est un vrai exactement. facho. Hein? Ben oui, oui, enfin je dis pas moi encore, ça dépasse même ma pensée. Mais non, mais c'est sidérant. Tu es le même, tu votes pour lui, enfin tu fais une alliance avec lui, tu es un vrai républicain vertueux. Le lendemain, tu votes contre lui, tu le censures à l'Assemblée. Oh, mais quelle horreur, quel factieux, quel facho, quel je sais pas quoi. Attends, il faut quand même être cohérent. Enfin, je trouve que c'est une malhonnêteté intellectuelle très intéressante. On sait enfin la définition la pierre de touche, c'est Macron. Voilà, c'est ça Ok. qui est rétabli. Bon, ensuite, les deux autres tares qu'il a mis en exergue, c'est l'arbitraire. Il a toujours fait, mais là, il y a plusieurs exemples ces temps-ci qui se multiplient. C'est en gros, c'est museler les oppositions et l'opinion ou les opinions. Alors, du plus petit jusqu'au plus grand. Je vais te donner un exemple qui nous concerne, nous, dont je t'avais parlé, mais il y a même eu une question écrite au ministre de la part d'un sénateur à SFE là-dessus. Hein, et donc, ça, c'était un petit niveau. Et puis, ça va jusqu'au plus haut niveau, c'est-à-dire les grands médias nationaux à l'échelle nationale, etc. Notre exemple, c'est que nous, conseillers des Français de l'étranger, tout d'un coup, et arbitrairement, totalement, puisque sans concertation aucune, sans prévenir personne, du jour au lendemain, le ministre des Affaires étrangères a dit, bah non, il y avait les conseillers consulaires, avant le conseil consulaire, avaient le droit, s'ils le souhaitaient et s'il y avait une raison, un thème, avaient le droit d'exprimer leur opinion, puisque ce sont quand même des élus du peuple. Ils sont techniques dans la mesure où ils traitent de sujets consulaires notamment, mais pas que. Mais ils sont politiques parce qu'ils sont élus au suffrage universel et sur une liste politique. La mienne l'est clairement. Bon, d'opposition pour moi, clairement. Bon, alors on avait le droit de l'ouvrir et de faire une dissertation libre, de dire un mot en ouverture du conseil consulaire. Ça a toujours existé, bon, et c'était normal pour tout élu du peuple. Bon, eh bien, le ministre dit, bon, non, maintenant, ça s'est supprimé, ils vont la fermer, ils n'auront plus le droit de faire une intervention politique, enfin, sous leur bannière. Tout ce qu'ils peuvent, c'est parler technique
et pour approuver ou pas les mesures budgétaires ou les mesures proposées au niveau du conseil consulaire sur les bourses scolaires, sur les aides aux associations, je ne sais pas quoi. Ça, d'accord, là, ils peuvent l'ouvrir, et ça, c'est consigné au procès verbal. Mais maintenant, c'est fini. Toute autre expression sur un autre sujet ou toute forme d'expression libre, terminus, du jour au C'est lendemain. confirmé ça? Oui, j'ai vu le mail que tu as envoyé. Ah ben Euh, complètement confirmé. c'est un Alors projet ou c'est on fait? attend, parce que j'attends, je vais ressaisir le sénateur en question, à qui que j'ai félicité, et je vais lui demander, d'une part, que la réponse de sa question écrite au ministre, ça rentre dans le processus des questions écrites que les parlementaires, écrites ou orales, là c'est écrit, que les parlementaires font et ont le droit, et c'est le jeu normal, de faire comme tu sais au Parlement. Alors j'attends déjà la réponse du ministre, et ensuite on verra. Moi je lui ferai peut-être une lettre ouverte ou une lettre commandée de mon côté, etc. Bon, donc on ne sait pas ce qu'il va faire, mais je pense que ça va être aussi, cause toujours tu m'intéresses, il va éluder en répondant mais non, c'est pas important, mais voilà, si ça peut froisser, c'est dommage. Oui, Mais mais il faut quand même poser la question. oui, oui, ben Faut le voilà, faire. ben, on Ouais. attend. J'attends, mais je je Et lâche pas n'hésite pas à me l'affaire. transmettre une copie de la question et de la Oui, oui, réponse oui, et oui, on oui, de la relaiera. réponse surtout. Oui, oui, oui. Ben, la question, tu l'as, le texte de la question écrite. Je te l'avais envoyé, non? Ben, je vais te Oui, oui, l'envoyer. oui, mais bon, ce que toi, tu veux dire, je parle de ta lettre. Ouais. Ah oui, moi, oui, ah ben moi, clairement. Bon, alors, ça, c'est un petit exemple, museler les oppositions, même des petites oppositions, parce que Dieu sait que les conseillers conseillères sont tous ou macronistes ou NFP, la plupart, et il y a beaucoup de macronistes, et dans l'ensemble, on ne peut pas dire qu'ils fassent la guerre au gouvernement. S'il y a bien un secteur où le Bah gouvernement non, sinon il serait plus évité au cocktail et au petit four. oui, voilà, oui, d'accord. Mais enfin, ça fera pas périr Macron ni la République. Macron a d'autres dépenses, s'il veut, hein, pour lui-même, Dieu sait, et pour Bobonne. Bon, donc, petit exemple là, mais au plus haut niveau, ce qui est inquiétant, c'est que c'est arbitraire. Il y a l'intervention totalement arbitraire de, comment ça s'appelle, l'autorité je confonds avec l'AIMA portugaise, l'AMCOR, non, l'organisme du contrôle de l'audiovisuel, là, Ah oui, euh, oui, bon, avec toutes ces abréviations. Bon, enfin, l'autorité qui Arcom, contrôle. Arcom. L'ARCOM, voilà, l'ARCOM. Il y a eu ce procès de Moscou, stalinien, et mené par un LFI en plus, stalinien contre les médias Bolloré. Il y a eu tout à fait C'était arbitrairement 8. l'interdiction de la chaîne 8, de la 8 de télé de Bolloré, mais comme ça, mesure arbitraire, administrative, totale, par des gens qui sont nommés, mais qui sont des Oui, séides du bon, sur ce gouvernement. point, on est tous d'accord, je pense. Ouais. Oui, oui, non, mais tout d'accord, mais il faut bien le rappeler quand même, hein. Bon, Hmm. et voilà. Donc, c'est qu'un un des. Alors, bon, j'ai un autre exemple très récent que je vais te dire juste après, qui est tombé aujourd'hui ou hier par une ministre en exercice de maintenant, de la ministre comment on appelle, du net, là, du Wi-Fi, je sais plus le nom du L'audiovisuel ministre. numérique, Oui, ministre du numérique, voilà. Bon, numérique, ouais. alors, donc ça c'est de l'arbitraire sur le plan de la forme, parce que même pour nous, je pense que c'est euh, illégal d'une part, mais même anticonstitutionnel. Parce que interdire une libre expression à un élu politique élu au suffrage universel, que ce soit les modestes conseils consulaires, mais ce serait un conseil général, un conseil municipal, si un ministre décide de son propre chef du jour au lendemain d'interdire la parole à ça, non, mais on muselle, ils ont tellement peur qu'ils musellent les plus petites oppositions au plus petit niveau. Même ce serait pareil, mais si c'était un élu territorial, un élu régional, etc. C'est le principe qui est extrêmement choquant. Ça, c'est la méthode Macron. Bon, parce qu'il a peur. Alors, mais cet arbitraire va beaucoup plus grave jusqu'au despotisme, qui est la dernière tare, j'en ai fini avec Macron, la dernière tare illustrée récemment par Macron. Et là, c'est à deux niveaux. C'est euh, au niveau français et puis aussi au niveau de l'Union européenne. Soit en poussant, soit poussé par l'Union européenne, mais ça marche ensemble. Macron, Van der Leyen, tout le monde sait, et Scholz, tout le monde sait que tout ça, c'est la triplette infernale. Bon, donc c'est les mêmes, et qui d'ailleurs se serrent les coudes mutuellement, se renvoient l'ascenseur. Et la France est toujours, comme me l'a fait remarquer mon banquier portugais, parce que j'ai eu tu vois, ça donne une illustration entre autres, du fait que la France, se retranche derrière l'Europe pour faire tous ses mauvais coups, pour faire les mauvais coups, mais sans en supporter l'impopularité officielle. Bon, ce qui est une belle attitude de courage politique qu'on a toujours admiré chez ces gens-là. Euh, et euh, alors, euh,
Et non seulement ils appliquent, ils suscitent et ensuite ils appliquent ce que veut l'Europe, mais avec une longueur d'avance. J'ai le cas de très précisément de dossiers à fournir pour des prêts à l'étranger ou des, comme on dit, des virements bancaires, etc. Bon, c'est personnel, mais j'en ai fait l'expérience là récemment. Mon banquier m'a sommé pour des sommes dérisoires, hein, je rassure tout le monde, hélas, m'a sommé de justifier pour qui c'était, à qui j'envoyais, et quel était le motif, et d'où ça venait l'argent. Mais des trucs que même le fisc n'osait pas. D'ailleurs, le fisc, il s'en fout. Mais non, c'est les banques qui font le boulot, ou les entreprises qui font le boulot, et lui, il paye plus comme ça ses fonctionnaires pour ça. Donc, c'est tout gagnant pour eux. Bon, donc, il me demande ça. Je l'ai envoyé vertement sur les roses en lui disant que d'abord, premièrement, je ne suis plus du tout, je justifie plus du tout de Bercy. Donc là, même, je vois pas de quoi il se mêle. Alors il me dit oui, mais c'est l'Europe. Il y a un règlement européen qui veut. Il a fait dire, oh, ben, comme s'il était obligé d'obéir à l'Europe. Alors j'ai dit, mais attendez, monsieur, l'Europe, déjà pour moi, elle n'existe pas. Pour le peuple français et pour d'autres peuples européens, ça peut à la rigueur se discuter. Mais pour la France, très clairement, depuis le coup de Sarkozy, le coup d'État de Sarkozy, l'Europe est illégitime en France. Elle est illégale, illégitime. Le peuple français a dit non à cette évolution de cette Europe, cette organisation de l'Europe telle qu'elle est. Il y a non, c'est non. Et d'ailleurs, il y a eu un sondage récent en disant si c'est un sondage évidemment pas en grandeur nature, en disant mais si c'était à refaire, est-ce que vous voteriez à nouveau contre le traité de constitution européenne? Oui, réponse des Français. Oui, on le rejetterait à nouveau, mais dans des proportions des 2 tiers. Alors, ce qui prouve qu'en plus, à l'époque, c'était à 55%, mais là, on en est presque à 66%. Bon, donc ça prouve bien que les Français ne refusent ça. On leur a imposé de force, et donc je dis que c'est totalement illégitime, illégal et même anticonstitutionnel, parce qu'un référendum populaire est souverain quand il s'est clairement exprimé. Donc Donc, bon, Sarkozy. ça, c'est quand même un sujet un peu Bon, plus. oui, d'accord. Enfin, non, mais pour dire que déjà, pour moi, l'Europe, je ne lui D'accord, reconnais oui. aucune légitimité. Bon, et alors, mais j'ai ensuite demandé par curiosité à mon banquier portugais. Et je lui dis, ben voilà, alors il me dit, oui, effectivement, l'Europe, ils ont pondu un truc, mais c'est incitatif, c'est pas complètement impératif. Et puis nous, on s'en fout complètement. Nous, on vous demande, je dis, mais vous allez me demander la même chose, des dossiers invraisemblables. Ah non, nous, on s'en fout, on vous demande rien, on vous connaît, on vous fait confiance. Non, 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 nous, on n'est pas du tout comme ça. Et donc, j'en ai déduit que les Français appliquaient, alors qu'ils n'étaient pas forcément tenus, en se retranchant sous prétexte d'Europe, mais en pire, avec la double peine. Et c'est comme ça pour tout. Et je viens d'apprendre que pour le permis à points, c'est pareil, que pour les limitations de vitesse, on est toujours plus européiste que l'Europe. Enfin bon, bref. Donc, pour dire que l'arbitraire, le despotisme, là, c'est du despotisme. Alors en France, je donne que 2 exemples très vite, il y a deux libertés fondamentales qui sont attaqués, et de plus en plus, et ça c'est très inquiétant. Un, c'est la liberté d'aller et venir, qui est une liberté fondamentale, fondamentale. Hein. La révolution de 89 s'est faite sur un certain nombre d'exigences hein, dans les cahiers du tiers-État, dont la liberté d'aller et venir et de plus payer de péage, de plus être soumis à l'octroi, de plus faire que le seigneur ou le clergé puisse vous interdire de circuler ci et là, plus le droit de chasse, qui est anecdotique, mais qui est d'ailleurs remis en cause aussi un peu. Bon, mais enfin, la liberté d'aller et venir, et d'ailleurs, regarde, à l'époque du RSS, c'est bien la pierre de touche d'une dictature. Quand on commence à limiter juridiquement ou de fait ou financièrement la liberté d'aller et venir, qui est la première liberté fondamentale des citoyens. Alors ça, celle-là, je ne m'étends pas, mais il y a une série de mesures au niveau des voitures absolument scandaleuses. Bientôt, on pourra plus, bientôt, on ne pourra plus acheter un véhicule ou conserver son véhicule thermique. Il faudra acheter un électrique qui présente un tas de défauts qui sera beaucoup plus cher. Donc, ça va pénaliser les plus pauvres. Bon, Seulement les voitures neuves. oui, 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 les voitures neuves. Seulement, on te dira, ta voiture, maintenant, même si elle marche très bien, tu la fous en cas et puis tu te démerdes pour acheter une voiture électrique neuve. Bon, neuve ou pas neuve. Bon, et bon, les permis, elles sont très remis en question. Hein. Le permis à points, bon, déjà, on a vu ce que ça donnait. Et avec les radars, c'est de pire en pire. Maintenant, nous, les personnes plus âgées, si on les écoute, ça vient d'être refusé par le Parlement européen de justesse. Mais si il était passé, j'aurais dû aller faire refaire mon permis
tous les 2 ans, parce qu'au début c'est 5 ans, puis ensuite ça devient 2 ans, tous les 2 ans. Bientôt ce sera tous les 6 mois, tous les 2 ans. Alors un examen médical, ici il faut 1 an pour avoir un rendez-vous avec un médecin de la Sécu portugaise. Donc si c'est renouvelé tous les 2 ans, il faut s'y prendre à l'avance. T'imagines la difficulté et le coût, la difficulté. Et puis le fait que le bon vouloir d'un médecin te dit, oh, bah, attendez, là votre vue a un peu baissé, bah non, non, vous ne pourrez plus conduire. Et puis demain, alors qu'est-ce que tu fais quand tu es dans un bled rural? Non mais c'est très grave. Bon, si tu veux, on ne se rend pas compte, mais ça implique bon, donc restriction sur la liberté de circuler, sur le permis, sur la voiture. Et le pire, alors ce qui vient de sortir, les F, les zones d'exclusion des Français. En fait, c'est les zones à faible émission, ouais, ZFE. Bon, mais c'est hallucinant, avec toutes les mairesses bobos, genre la maire Hidalgo à Paris, qui est une bobotte folle, bobotte écolo, complètement archi dingue, et mais elle s'en fout, parce que son électorat, c'est les gens qui roulent en vélo, qui sont ses employés municipaux, ou des politiques, et qui de toute façon roulent en voiture officielle, et qui sont très contents parce que moyen de voiture, mieux ils roulent. Bon, donc, ils ont complètement ils interdisent de fait la voiture à rentrer dans les villes. Alors là, ça concerne 40%, et les calculs ont été faits, 40%, cette interdiction concerne 40% des automobilistes au jour d'aujourd'hui, et c'est pas fini. Hein. Si tu mets Grenoble, Marseille, Paris, Lyon et je sais pas quoi déjà, tu peux plus circuler dans ton propre pays. Alors, ça, c'est pas anecdotique, parce que les gens viennent pas pour faire du tourisme. Tu vas voir ta vieille mère qui est en centre-ville, parce qu'elle tombe malade, il faut y aller d'urgence, tu peux plus rentrer, parce que ta bagnole n'est pas admise. Ton plombier, le plombier, ben, j'ai jamais vu un plombier prendre le métro avec 2 kilos d'outils. Donc, il a forcément besoin de sa caisse à outils, de sa vieille camionnette. Un Il y a toujours une taxi. vieille. Oui, oui, ah ben en taxi, tu parles que le taxi, il va te prendre avec des outils pleins de cambouis et qui pèsent 2 tonnes. Ah oui, ça, déjà, faut le trouver, le taxi. Et puis en plus, bon, enfin, passons, c'est de la folie. Donc, déjà, ça empêche de travailler un certain nombre d'artisans qui vont se faire pénaliser. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Même les commerçants, etc. Mais c'est Bon, une ça fait dictature. quand même environ 40 minutes qu'on est là. Essayons. Est-ce Oui, que oui, tu bon peux alors, bon, continuer? donc terminé. Donc voilà, donc liberté fondamentale d'aller et venir, ça c'est de plus en plus clair. Et puis d'expression, on en a déjà un peu parlé. Mais alors oui, et alors là c'est au niveau surtout, parce qu'il semble que ça leur échappe. Ils avaient le monopole de la pensée unique et de la désinformation, parce que eux c'était aussi de la désinformation, ou principalement. Alors, comme ça leur échappe, ils essayent absolument de museler et de limiter et de contrôler comment on appelle ça, les réseaux sociaux. Hein. Et alors, je ne donnerai qu'un. Alors, on le voit de plus en plus, et ils sont furieux quand ça leur échappe. Ils poussent des cris d'orfraie, alors que ça ne les gênait pas dans l'autre sens. Mais là, de partager, ils ne supportent pas. Hein. C'est ça la démocratie. Et alors, du coup, là, aujourd'hui, il y a une déclaration retentissante, il y a 2 jours, de la ministre qui s'appelle, je ne sais plus comment, une petite dame, bon, qui a déclaré il faut impérativement contrôler, ah voilà, c'est ça, empêcher, non, pouvoir les, les, contrôler les fausses opinions. Alors, les fausses opinions. Donc, qu'est-ce qu'une fausse opinion? Ben, c'est une opinion qui n'est pas mainstream et qui est fausse. Mais en vertu de quoi on décrète que ton opinion est fausse? Je veux dire, un fait faux, on peut dire, et à la rigueur, on peut contrôler un fait techniquement faux. Mais une fausse opinion, c'est la liberté d'expression qui est complètement, totalitairement attaquée. C'est une déclaration qui vaut son pesant d'or de la part d'une ministre chargée des réseaux sociaux. Voilà, retiens bien ça. Il faut pouvoir contrôler à tout moment les fausses, la fausse opinion ou les fausses opinions. Bon, Je pense fermons qu'elle le veut banc. dire fake news, mais bon, voilà, c'est Oui, mais alors dans ce cas, débat. quand on est ministre, on sait parler Oui. français, ou sinon on va se coucher, quoi. Bon, alors voilà. Alors ça, c'était l'aspect des filles. Et puis alors au niveau européen, ben, je dirais que 2 choses pour terminer, c'est que ben, la liberté pour des pays, c'est leur souveraineté en fait, c'est ça. Hein, et on s'attaque à la souveraineté par du chantage, comme ils le font par exemple avec la Hongrie, du chantage financier, qu'ils lui ont sucré je ne sais plus combien de millions qui étaient dus, comme à tout autre pays européen. Et donc le chantage, et puis l'ingérence. Maintenant, ça va jusqu'à l'ingérence. On a 2 exemples d'actualité. On a la Roumanie et on a la Bulgarie. Alors, qui jouent en sens inverse. La Roumanie, ben, l'UE, l'Union européenne, a la malchance
qu'ait gagné aux élections un parti conservateur qui est pas qui est anti-européen ou pas européen et qui leur plaît pas du tout. Alors donc ils ont fait dire que si, que ça, ils ont réussi à obtenir qu'on recommence le scrutin. C'est quand même hallucinant. De quoi je me mêle? J'aurais été la Roumanie, je dis mais allez vous faire foutre, on est un pays souverain. Imagine que demain en France, le résultat des présidentielles ne leur plaise pas, ils demandent qu'on revote. Mais va te faire voir, tu vois, c'est hallucinant. On en est à un point au niveau de l'Europe. Bon, alors ça, c'est quand les mauvais, quand le camp du mal gagne, et puis alors. En Bulgarie, c'est l'exemple contraire. Bon, les mauvais sont au pouvoir, paraît-il, mais le camp du bien, eh ben, il n'aurait pas dû perdre. Il a perdu, mais alors du coup, ils sont en train d'encourager les perdants, ce qui est une preuve d'un bel esprit démocratique. Ceux qui ont perdu aux élections, ben, on les dit non, 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 mais ils ont gagné en fait, il faut les pousser, c'est pas comme ça, voilà. Et ils sont en train de nous préparer, c'est exactement ce qui s'est passé, et puis on en a vu les conséquences. C'est comme ça que ça s'est passé en Ukraine, grâce à Soros et à la CIA et compagnie, parce que la révolution Maïdan, la place Maïdan, hein, qu'est-ce que ça a été d'autre? C'est un coup d'État, un genre de coup d'État suscité, encouragé contre le gouvernement en place. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé aussi les révolutions du jasmin, de je sais pas quoi, en Tunisie et ailleurs? Ben, c'est Soros aussi qui était à la manœuvre, hein, qui est une usine à faire des coups d'État démocratiques entre guillemets. Et ben, ils sont en train, à mon avis, de nous préparer le même genre de coup sur la Bulgarie. Donc, quand ça leur plaît pas, ben, ils en sont à l'interventionnisme actif, plus ou moins camouflé, mais pour inverser le résultat des urnes quand ça leur plaît pas. Voilà. Donc j'appelle ça de l'ingérence étrangère, au même titre que Poutine fait de l'ingérence effectivement dans certains pays, mais l'Union européenne n'est pas en reste et les Américains non plus. Voilà. Donc ça, c'était pour Macron. Alors maintenant, à côté de cette figure d'ombre qui comporte les tares qu'on vient de voir, et on va voir combien de temps ça dure. Ça ne durera pas autant que les contributions, comme disait ma grand-mère, mais enfin bon. Euh, et alors, parlons de Le Pen, parce qu'à côté de ça, on a une figure lumineuse quand même, que j'estime est quand même un homme qui a une stature qui dépasse de très loin tous ces médiocres, hein, de très très loin. Moi, je résumerai en disant, j'ai écrit une phrase, j'ai dit, un grand Français s'en est allé, euh, l'histoire lui rendra justice, l'histoire avec un grand H, et le présent lui donne déjà raison. Et d'ailleurs, à l'époque, il n'y avait même pas encore Trump. Et avec ce que je viens de dire de Trump, c'est oui, voilà, l'histoire lui donne encore plus raison depuis l'élection de Trump aussi. Bon, alors maintenant, je vais dire un mot de l'homme public que les gens connaissent assez bien, et puis de l'homme privé que j'ai un peu mieux connu et que les gens connaissent moins bien. Et vous allez être surpris parce que c'était un type multifacette et on est très surpris de certains faits de sa vie, de certaines attitudes ou relations, et c'est pas du tout la caricature qu'on a essayé de nous présenter depuis des années. Alors, l'homme public, si tu veux, tout le monde sait il a deux traits. C'est un, probablement le dernier jusqu'à aujourd'hui, homme d'État, qui a une stature d'homme d'État au sens noble du terme, d'homme d'État, d'une part, et c'est le dernier, ça c'est avec certitude, le dernier des grands tribuns politiques, avec un immense talent de tribun, des troisième, quatrième et cinquième républiques, tout compris. Bon, alors, homme d'État, ben, je dis en deux mots, parce que un, c'était un précurseur, un visionnaire et un précurseur. Un visionnaire parce que j'ai encore relu de lui une déclaration faite il y a encore 10 ou 15 ans ou 20 ans, où il disait exactement les conséquences de l'immigration non contrôlée, qui sont exactement celles qu'on constate aujourd'hui, et même c'était même minoré. Donc, on pourrait, j'ai plus ça en tête, mais j'aurais pu le citer, le lire. C'est de la voyance extra-lucide. Bon, c'est exactement ça qui se passe. Bon, un voyant, deux précurseurs, parce que il a rappelé depuis, n'arrêtait pas de marteler l'importance de la souveraineté, de l'indépendance nationale, de fait qu'un État doit être maître chez lui à l'intérieur, et on en est loin, notamment avec l'immigration, l'insécurité, etc. L'État doit être maître chez lui et doit être maître de son avenir, et ça, c'est la souveraineté diplomatique
qu'on a perdu naturellement, et tous ces principes-là de base d'un État grand et fort et qui peut se défendre et avoir un avenir, ben c'est exactement ce que nous a rappelé Trump hier. Si on reprend les passages de son discours, ça recoupe, il y a une espèce de son de d'écho, si tu veux, là-dessus. Bon, donc voilà, homme d'État, bon, et qu'en tribun, je ne m'étends pas plus, tous ceux qui aiment le beau langage et les belles, la clarté d'esprit, les belles, et l'humour aussi, d'un tribun politique, ben, n'ont qu'à écouter ces discours. Moi, je citerai qu'un cas qui m'a ému, je m'en souviens encore, c'était il y a très longtemps, j'étais jeune militant, donc ça frappe les jeunes, j'étais étudiant, et il avait fait un meeting, un grand meeting dans un genre de palais des sports, enfin un très grand meeting à Paris, pour l'anniversaire de l'armistice du 11 novembre de la guerre de 14. Alors il y avait des images magnifiques des champs de bataille et des villages, etc., de la guerre de 14 en couleur, enfin un grand spectacle, c'était très bien fait, et son discours a été remarquable, il est arrivé, il avait dîné avec des amis anciens combattants, il était en verve, et il a fait un panagérique, un tableau très bien documenté parce que c'était un type très cultivé historiquement, etc. Et puis un soldat, donc il avait parlé avec beaucoup d'anciens combattants. Le tableau des conditions épouvantables du martyr qu'a été pour ces soldats des poilus de 14, ces 4 ou 5 ans de guerre de tranchées. Et alors, il a terminé en disant le présent et l'avenir pour ces poilus, pour ces hommes, se résumait en une seule consigne, qui était la consigne officielle de l'état-major, enfin pas officielle, mais enfin la consigne, le présent et le futur de ces hommes se résumait en une seule, attends, en une seule formule, en une seule, une seule consigne, voilà, consigne, et c'était souffrir, périr, mourir. Point barre. C'était la fin de son discours, c'était très, très touchant. Bon, enfin pour dire qu'il il savait toucher les foules. Alors, bon, donc ça c'est l'homme public. Alors, ça, tout le monde connaît plus ou moins. Maintenant, il y a des éléments, des faces cachées que je voulais te dire qui vont peut-être te surprendre. C'est au moins sur 3 points, ce qui est le contraire de tout ce qu'on a dit. On dit, ouais, Le Pen, antisémite. Non, non, Le Pen fasciste. Ouais, Le Pen fasciste, on ça. Alors, Le Pen, à 16 ans, il s'est engagé dans la résistance, il soutenait un réseau local, etc. C'est dit, c'est prouvé, on a le nom du chef de réseau. Bon, donc c'était un résistant, c'était même pas un pétiniste ou un vichiste. On le dit, on traite de pétiniste, on traite de fasciste, mais l'histoire dit exactement le contraire. Donc les idées reçues, c'est de la propagande. Deuxième thème, Le Pen après être fasciste, Le Pen antisémite. Bon, moi je veux bien, mais outre ce qu'on a dit tout à l'heure de déclarations maladroites au niveau de la forme et qu'aurait pu présenter autrement et tout à fait comprises et qui n'étaient pas polémiques en fait, mais en plus, personne ne sait qu'il a été déclaré compagnon d'armes par Moshe Dayan. Moshe Dayan, c'est un héros juif, militaire, il n'y a pas plus sioniste que Moshe Dayan. Bon, il a été officiellement déclaré par Moshe Dayan son compagnon d'armes parce qu'il avait participé à la guerre avec lui, il était côte à côte au canal de Suez, à l'opération de Suez, qui a été faite avec les Britanniques, les Français et Israël. Bon, donc ça, déjà, ça surprend un peu. Alors ensuite, on dit, ouais, anti-arabe, Le Pen, raciste, anti-arabe. Ben là, c'est tout le contraire, parce que Le Pen, il a toujours défendu les harkis, et jusqu'au bout, et jusqu'après leur retrait de l'Algérie. Et des années après, il soutenait, il finançait, il visitait des centres ou des associations d'anciens harkis, à qui la France peut être plus que reconnaissante. La France est très coupable. Mais ça, il le disait, et lui, il avait le droit de le dire, parce qu'ils avaient été frères d'armes, les harkis, et comment s'appelait ce député cet député arabe, Ahmed Djebour, voilà, je crois que c'est Ahmed Djebour, qui l'a poussé en avant à la députation plusieurs fois en candidat du FN et qui a fini il a été maire de Perpignan. Comme rappelé à Lyon-Marie, avant à Lyon-Marie il y a longtemps, il y a eu un arabe pro-FN de l'époque élu dans ces régions-là et avec Le Pen qui le poussait en avant. Donc voilà, ça c'est la face cachée qu'on ne connaît pas, mais que les gens feraient bien d'apprendre. Alors, maintenant, l'homme privé, on ne le connaît pas très bien non plus.
en deux mots, c'est pas très long, je te rassure. En deux mots, c'est un prolétaire. Ça a toujours été au départ un prolétaire. Origine très humble, pauvre même, pupille de la nation. Sa maison de la Trinité, il y avait un sol en terre battue. Alors qu'à l'époque, déjà, la terre battue, on remplaçait ça quand même par le ciment. Il n'y a pas longtemps que le sol est plus en terre battue. Donc, origine très modeste, pupille de la nation, donc sans moyens, et pupille de la nation parce que faute de moyens financiers. Bon, euh, et alors, il a été tour à tour, il a été marin-pêcheur, ce ne sont pas des professions de banquier, marin-pêcheur. Il a été mineur, qui est une profession extrêmement périlleuse et difficile. Je me souviens qu'au premier défilé du 1er mai, où j'étais comme jeune militant aussi, d'avoir vu ce qu'on appelle les gueules noires. C'était avec la tenue de mineur, c'était les camarades de travail, parce qu'ils se faisaient des amis partout, contrairement à ce qu'on veut bien dire, parce que c'était un homme chaleureux et convivial et de parole. Les gueules noires ont défilé à côté de lui au 1er mai, avec leur tenue de mineur, les lanternes de mineur, les cadres de mineur. Tu sais peut-être pas, toi tu es trop jeune, mais moi je l'ai vu ça. De la même façon que les gueules cassées des combats d'Algérie et d'Indochine aussi, ben ça c'était des gens de valeur, c'était pas Macron. Hein. Bon, voilà. Est-ce que je peux Donc te couper juste une oh, précision j'ai fini. au sujet Oh, oui. de son milieu modeste, parce que j'ai échangé avec David McCartney, qui est un ami qui est au Cambodge il n'y a pas longtemps, au sujet de Le Pen. Il m'avait dit qu'en vérité, il était plutôt de milieu assez aisé. C'était des commerçants et ils étaient propriétaires de leurs bateaux, etc., etc. Non, 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 Donc non, c'est non, quoi la non, vérité? non, non, commerçants, non, jamais entendu dire qu'il y avait des commerçants. Le père était, oui, tant qu'il était vivant, parce qu'il a sauté sur une mine pendant la guerre, au début de la guerre, et donc c'est pour ça qu'il était pupille de la nation. Non, non, et oui, il était patron, je crois qu'il était patron de son petit chalutier, mais un Ah, donc patron, c'était même quand maintenant, un même... patron de petit, ah ben oui, ah ben non, mais il n'était pas, son père il travaillait, son père était pas comme maintenant aux acédiques ou entretenus par les aides sociales. C'est tout qui est tout à son honneur. Mais enfin, un petit patron pêcheur en Bretagne, dans ces années-là, même si, un type barcasse de pêche, c'était pas un chalutier comme maintenant. C'était C'était quand un même truc milieu qui, modeste, c'est ce que tu veux dire. c'est D'accord. milieu modeste. J'ai jamais dit qu'il était mis. C'est pas Jean Valjean, c'est pas Les Misérables, mais j'ai dit modeste. Bon, D'accord. euh, ça c'est ça la réalité. Et puis, et d'autant plus quand le père est mort, ben il y a eu zéro parce que les marins pêcheurs, ils n'ont pas une retraite, c'est des libéraux, et quand ils arrêtent de bosser, ils crèvent de faim. Donc, ben, sa famille, sa femme et son fils et ses enfants, ben se sont retrouvés sur la paille quand même là brutalement. Bon, c'est pour ça qu'ils ont été éligibles à pupille de la nation. Voilà, marin pêcheur mineur, et puis soldat, parce qu'il a été soldat, et on ne gagne pas sa croûte, on gagne que des balles, surtout quand on est soldat d'active et dans un régiment de légionnaires parachutistes, qui n'est pas un régiment de planqués. Bon, voilà. Donc, alors ça, c'est la première partie de sa vie. Et puis, et on va voir qu'à chaque fois qu'il est passé dans un milieu, il s'y est fait des amitiés célèbres ou très solides. Ce qui n'aurait pas été le cas si ça avait été un salopard qui, en général, ne garde pas d'amitié très forte ni très durable. Bon, et alors ensuite, ce prolétaire en fait est devenu un lettré, mais un lettré dans le sens noble du terme. Il avait une énorme culture, mais largement autodidacte. Moi, je l'ai entendu citer, mais des vers entiers. C'est comme Lucchini, ce grand acteur que j'adore, qui était coiffeur au départ, qui était autodidacte et qui apprenait, qui sait de mémoire et qui vous récite. C'est pour ça qu'il est un excellent comédien maintenant, et qui vous récite des tirades, des vers, des centaines de vers à la suite. Et ben, c'était un peu comme ça. C'était incroyable. Mais même dans le privé, il te sortait, il y a une culture énorme et largement autodidacte. Alors même si après, de prolétaire, il est devenu petit patron, mais j'ai connu sa petite boîte d'émissions musicales, ça roulait pas non plus sur l'or, hein. Il n'y avait pas 20 employés, il y avait, je crois, une secrétaire et une comptable, puis lui, donc c'était un tout petit patron.
hein, mais assez pour, ben, au moins, patron, il ne devait rien à personne, hein, et il payait des charges comme tous les petits patrons, etc. Bon, et puis ensuite, il est devenu grand bourgeois, et c'est ce qui lui a permis d'avoir les coups des franches politiquement. Ben, ça, c'était une donation. Ben, on ne peut pas lui reprocher d'avoir reçu une donation, mais c'est seulement bien après. Et il a toujours gardé des habitudes, non pas de riches. Il a hérité d'une très belle maison, mais ça, c'est ce qu'il a hérité. Mais par exemple, si on allait dans un restaurant ou que ben, il prenait des plats canailles, des plats du peuple, si tu veux, un petit salé, un cassoulet. C'était pas, il n'était pas, tu vois, pour la gueule, il n'y allait pas à la tour d'argent. C'était pas un gastronome, foie gras, champagne, caviar. C'était pas la gauche caviar. C'était le prolétaire Le Pen. Bon, il avait gardé des goûts très simples. Donc voilà ce que j'ai à dire sur l'homme. Alors pour terminer, là j'en ai fini, on juge, et ça est le reflet de tout ce que je viens de dire, on juge un homme à ses amis et à ses ennemis. Alors, ses ennemis, ça va être vite vu qu'il y avait bon, tout ce qu'on sait, toute la clique, toute l'intelligentsia ou l'establishment, comme il disait très justement, l'establishment. Mais bon, mais pour les amis, on est sidéré, là aussi tu vas être surpris. J'ai relevé un certain nombre de noms, mais moi j'en ai connu beaucoup. Alors dans le milieu militaire, évidemment, il a eu des grands noms. Il y avait Roger Hollande qui était quand même un héros, hein, qui aurait mérité d'un bâton de maréchal. Roger Hollande, qui infiltrait les réseaux FLN au risque de se faire torturer s'il était pris. Enfin, c'est qui a fait des coups invraisemblables, qui a piqué une mitrailleuse sous le feu de l'ennemi quand il avait 14 ans. Roger Hollande. Hein, donc médaillé de la résistance, hein, quand même, bon aussi, à propos de Facho. Bon. Voilà, Pierre Sergent, qui était un très grand bonhomme, qui avait au moins le courage de mettre la peau au bout de ses idées, comme il a dit. Benoît de Saint-Marc, qui est unanimement respecté dans le milieu militaire. C'est Élie Benoît de Saint-Marc. Bon, il y a des très grands noms. Bigard, pas Bigard, Bijard, le Bijard qui a été ministre quand même, bon, qui était un homme qui avait son franc-parler, mais qui disait ce qu'il pensait, mais qui était un grand militaire, qui a été ministre, bon, qui avait une certaine envergure. Ça, c'est pour les militaires. Mais des milieux qu'on s'y attend moins, les milieux du show business. Et là, on est très surpris. Alain Delon a toujours dit jusqu'à sa mort qu'il le serrait sur son cœur à chaque fois qu'il le voyait, et il s'en disjugeait pas. Il a rencontré Euh, en Indochine, j'ai appris récemment. oui, oui, ben oui, parce qu'il avait aussi fait l'Indochine et il était parachutiste aussi en Indochine, Alain Delon. Oui, exact, exact. D'ailleurs, il tourne un film sur les centurions, je crois, Delon, et ben il joue le rôle d'un officier parachutiste pendant la guerre de la Casbah d'Alger. Effectivement, il était pleinement dans son rôle, il l'avait vécu. Oui, voilà. Mais c'est des liens forts et des liens d'hommes et des liens qui sont purs. C'est pas des liens d'intérêt, c'est pas des liens de copinage politique comme quand on les voit tous s'embrasser sur la bouche pour je te renvoie l'ascenseur et tu me donnes un portefeuille et je place ta fille au conseil machin ou ton fils au conseil constitutionnel, tu comprends? Bon, hein, tout ça, c'est un autre monde, une autre France. Mais la vraie France. Bon, donc, alors, je cite Delon, mais ça, c'était assez connu. Mais Chabrol, moi, j'ai un ami qui a été assistant de Chabrol pendant 20 ans. J'ai connu Chabrol à cause J'ai de dit ça. Chabrol. Chabrol, ben c'est un des plus grands. C'est comme si tu disais qui est Henri Verneuil. Chabrol, c'est un des plus grands metteurs en scène de l'après-guerre, un des cinéastes. Il a fait des films. Ben, il y a des films de Chabrol. Prends le Wikipédia, tu vas voir. Mais tous des tas D'accord, de ouais. grands films avec des Gabin, des Delon, des Belmondo. Non, non, Chabrol. Puis des films intelligents. C'était pas des films con quoi. Bon. Enfin, Chabrol, grand cinéaste devant l'Éternel. Il y avait Autant Lara aussi, qui était aussi connu dans le milieu du cinéma, mais plus vieux, plus avant. Autant Lara. Gabin a toujours dit qu'il l'estimait, parce que Gabin avait fait, lui, la résistance, mais dans les forces françaises libres, comme tu sais, la bataille de Koufra, hein, il était, comme d'ailleurs un de mes parents, d'ailleurs, il était à Bir Hakeim, Gabin. Bon. Donc un type qui avait une certaine estime pour les gens, estimable. Voilà. Mais c'est des grands noms, tout ça. Bon. Alors aussi, dans les chanteurs, là, c'est plus surprenant parce qu'on sait que, eh bien, écoute, parmi les pieds noirs, il y avait Enrico Macias, qui était un grand ami. Je l'ai vu venir jouer de la guitare avec Le Pen et Hollande dans un cercle qu'avait Hollande à l'époque au Panthéon. Donc, ça, je peux en témoigner directement. Donc, Enrico Macias, en tant que pied noir, qui Il n'a n'est pas, jamais il est renié. pas antisémite alors.
Bah, je ne sais même pas qu'il est juif, Enrico Macias. Je crois pas. Il me semble, à moins que je fasse, je me trompe. Bah, je vois, je ne le savais même pas. Non, non, bah, pour moi, il est pied noir. Mais tu me diras qu'il y a beaucoup de pieds noirs qui étaient d'origine juive aussi, mais pas que, hein, loin de là. Bah, c'est peut-être un pied noir d'orange, je crois, Enrico Macias. Mais d'ailleurs, ah oui, il est peut-être juif, oui, parce que ayant été Oui, invité par je suis sur Jean-Pierre Wikipédia Bansard, algérien juif. ayant été invité par Jean-Pierre, le milliardaire Jean-Pierre Bansard, Oui, avec qui j'avais de bons rapports, qui est mort oui, malheureusement, on qui était était la dans même soirée. oui, ah ben oui, c'est vrai, exact. Et puis, Bansard ne pensait pas de mal de Le Pen. Et il a été Ouais, je président sais. du CRIF, du consistoire juif. Et c'était une figure éminente de la communauté juive. Il n'a jamais craché parce qu'il a su, en tant que pied noir, il a su ce que c'était que les partisans de l'Algérie française et il les respectait. Bon, enfin, donc Enrico Macias, juif ou pas juif, bon, et Alain Barrière, qui lui est un bon breton de la Trinité, que j'ai croisé une ou deux fois à la Trinité, ben Alain Barrière, très beau chanteur, Le et fondateur des très casinos? non, non, rien à voir. Non, c'est le nom qui est Pardon. homonyme. Et je ne pense, je ne crois pas. Non, non, non. La chaîne Barrière, c'est encore autre chose. Non, non. Là, D'accord. c'est plus. Déjà, les casinos, c'est un milieu d'argent différent. Encore, je ne veux pas cracher dessus, mais je veux dire que bon, c'est pas. Non, lui, Barrière, le chanteur breton de la Trinité, Ah, mais qui chanteur, était ok. très connu, le chanteur, qui a fait de très belles chansons, encore très connu et toujours très joli. Mais je ne sais même pas si il est peut-être mort il n'y a pas longtemps. Mais enfin, c'était un grand nom de la chanson, un peu comme Mireille Mathieu ou comme voilà, c'était de la même pointure, si tu veux, de popularité. Bon, donc Enrico Macias, Alain Barrière, un homme aussi qui lui est pas un prolétaire ni un chanteur, mais c'est un artiste à sa façon. C'était le roi du Maroc quand même, Mohamed V. Il était très estimé, invité de Mohamed V. Il avait d'excellentes relations et il était conseiller de Mohamed V sur un certain nombre de sujets. Il y a des choses qu'on ignore complètement, qui est pourtant arabe et musulman et commandeur des croyants du Maroc. Bon, tu vois, c'était très surprenant parce que ça donne la vérité du personnage. Bon, Mohamed V, dans les hommes politiques français, ben, il y a Dominati qui a été ministre quand même, qui a toujours dit du bien bien quoi que ça lui ait écouté. Charles Millon qui a été viré à cause de ça, le président de la région Rhône-Alpes, et qui d'ailleurs est toujours sympathisant d'ailleurs du RN au jour d'aujourd'hui. Hein. Je crois même qu'il a dû faire partie d'un comité. Enfin bon, donc lui, il est resté fidèle à ses opinions. Perra, qui a été très connu, l'avocat Perra, qui est un frère d'armes aussi, qui a été maire de Nice pendant des années. C'était un des maires de France emblématiques. Bon, son prénom, c'était Jacques Perra. Jacques Perra. Et alors, dans les marins, parce qu'il y était aussi ensuite marin de plaisance, dans les marins, il était très copain, et il s'en cachait pas, avec des très grands noms de marins bretons. Mais ça, c'est la bretonité, je dirais. C'est intéressant. Il y avait Tabarly, qui est quand même pas un petit navigateur, Tabarly, et Kersozon. Et Kersozon, qui sont d'ailleurs copains tous les deux. Kersozon, Tabarly, il prenait des coups sur le port de la Trinité avec eux, ou à bord avec eux, il a fait des croisières avec eux. Donc, c'était pas. Voilà, si tu veux, tous ces gens. Ah oui, et puis aussi, j'ai oublié, là, but not least, parce que je suis cavalier, un type qui était quand même très connu d'une très grande famille, d'une part, et qui a été quand même médaillé d'or olympique à Tokyo, je crois. C'était Pierre Jonquière d'Oriola. Je ne sais pas si le nom te dit quelque chose. Jonquière d'Oriola était le médaillé en concours complet, non, en obstacle. Médaillé d'obstacle, il a eu la médaille d'or de saut d'obstacle en équitation, je crois que c'est à Tokyo. Enfin, c'était pas un petit bonhomme non plus. Et puis un type de grand niveau. Bon. Et j'en citerai d'autres. Il y a des tas de noms très connus qui me passent par l'esprit que j'ai revus à la cérémonie de public. Enfin, j'ai pas pu y aller pour des raisons de matériel, de pas avoir d'avion qui correspondait. Que même le premier avion, je suis arrivé à la fin de la messe, donc ça servait plus à rien. Et je pouvais pas prendre plusieurs jours. Mais je m'étais toujours dit que j'irais à l'enterrement de Le Pen. Et puis quand j'ai voulu, bah, ce couillon-là, il aurait pu prévoir sa cérémonie à 3 heures de l'après-midi, j'aurais pu y aller. Mais à 11 heures du matin, c'était l'heure de Paris, c'était pas possible. Pour moi, techniquement, pas possible. Bon, voilà. Alors, je termine, j'ai fini. Et je termine par quelque chose qui est très émouvant aussi et qui le remet tout à fait, comment dire, qui le caractérise très bien. Euh, c'est ce qu'a cité sa petite fille, que je connais aussi d'ailleurs, que je trouve une fille bien, enfin, que j'ai connue Laquelle, étudiante. Marion? Marion Maréchal, oui, que j'ai connue parce que, si tu veux, à l'époque où je l'ai connue, je faisais partie d'un club
et elle travaillait au Clubhouse pour se faire de l'argent. Donc on disait la petite fille du milliardaire Le Pen. D'abord, Le Pen n'était pas milliardaire, il était très à l'aise, mais pas milliardaire. Et deuxièmement, sa petite fille, bah, c'est pas pour autre. Elle se faisait pincer les fesses, excuse-moi du peu, entre guillemets. Elle était serveuse de restaurant du Clubhouse, et elle faisait la plonge et elle servait à table. Et pour gagner son argent de poche d'étudiante en droit. Alors, si tu veux, là aussi, ça remet les choses en perspective. Tu comprends? Tout ça sont des faits incontestables, mais qu'on veut occulter, ce qui est absolument, c'est là qu'on voit la mauvaise foi de tous ces gens. Parce que quand même, ce type, ce grand homme, qui a eu contre lui quand même quoi? Des aigris, des minables, des petits, des arrivistes, des gens sans envergure, des magouilleurs politiques, des traîtres à la France, il faut bien le dire, qui nous ont menés tous ensemble à la catastrophe où on en est arrivé sur tous les plans. Et tout ça, c'est quoi, si tu regardes bien? Et tu prends même la nouvelle génération. Moi, j'ai la haine, comme ils disent dans les banlieues, de tous ces petits marquis à talons rouges et dans leurs bas de soie, comme disait Napoléon, hein, Bobo. tous ces petits marquis, oui, il y a pire, beaucoup pire que Bobo, parce que Bobo sont inoffensifs, tandis qu'eux, ils sont nuisibles. Euh, tous ces petits marquis, hein, qui, si tu veux, qui se pensent tous avoir un grand destin national parce qu'ils ne se prennent pas pour la queue de la poire. Hein. Tous ces petits marquis qui n'ont aucun talent, aucun courage, aucune envergure et aucune conviction, ils sont tous présidents de la République, dignes de l'être tout au moins. Et alors les ambitions, je ne pense qu'à ça, je fais les croche-pieds. Regarde Attal, je citerai un type comme Attal, c'est flagrant, c'est les bébés Macron. Un type qui est le summum, alors là, parce qu'il se l'est pété, d'abord il a trahi son parti, parce qu'il était LR, c'est le calamiteux, le plus calamiteux, je dis bien, je pèse mes mots, de tous les ministres des Finances que la France a eu depuis le début de la Ve République. C'est comment, là, qui est le responsable actuel de l'énorme déficit qu'on a et des Bruno Le états de nos Maire. finances. Bruno Le Maire, voilà, pour pas le citer, et je le cite, Bruno Le Maire, alors qui était le Mozart de la finance, tenez-vous bien. Ce gars-là, on a eu la chance d'avoir le Mozart de la finance. Mais le Mozart de la finance, il fait bien d'apprendre, de revoir ses gammes et d'aller faire du solfège, parce qu'il faisait pas mal de couacs avec son violon. C'est lui qui nous a mis dans le pire état financier en 5 ans. Avec Macron, tous les deux, la main dans la main, ils ont fait la pire politique financière. Ils nous ont mis dans le pire état où la France a jamais été depuis la Deuxième Guerre mondiale. T'as juste, Euh, tu m'as dit Attal, ancien LR, mais il n'a pas été LR, lui. non, 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 je parlais de Bruno Le Maire. Ouais, Bruno Le Maire, d'accord. Bruno Le Maire qui était un LR, mais il y en a plein. Tous les ministres de Macron sont ou ont été LR, ou PS au début. C'était l'UMPS. Macron, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait là? Il reconstitue l'UMPS, il ressuscite Hollande, Oui, bon, là, il, on est bien d'accord. Ouais. il ramène, ce sont des éléphants. Il a eu ce mot malheureux, comment l'actuel, qui est aussi un fossile, Bayrou, qui a tout l'éternel centriste et l'éternel. Bon, euh, il a dit ah ben on a un gouvernement avec beaucoup d'éléphants. J'ai envie de dire Coco, ce ne sont pas des éléphants. Les éléphants sont toujours vivants. Ce sont des dinosaures. Ils sont déjà morts. Ce sont des fossiles. Tu comprends? Là, il y a eu un mot malheureux parce que c'est des pachydermes, mais d'une race en voie d'extinction. Bon, enfin donc, pour dire que tous ces gens-là que je méprise profondément n'arrivent pas au début de la cheville, ni en honneur, ni en parole, ni en courage, parce que combien de tous ces petits messieurs ont été s'engager et se battre en Ukraine, hein, que soi-disant il faut financer, disait le maire, à tout va, que la défaite militaire de la Russie, mais Coco, vas-y, prends ton fusil, on t'attend. Le Pen, il a pris son fusil. Bon, lui, le maire, le Mozart de la finance, il ne sait pas se servir d'un fusil et même pas d'un violon, tout Mozart de la finance qui soit. Donc, si tu veux, ça me fait, ça donne envie de gerber quelque part. Mais c'est drôle, mais en même temps, c'est si triste, si drôle qu'on devrait en pleurer, quoi, comme disait Molière. Bon, alors je termine à propos de Molière. Le mot de la fin, donc, a été donné par Marion, sa petite fille, à l'oraison funèbre de son grand-père. Et elle a dit, mon grand-père me fait penser à ces vers d'Edmond Rostand, qui était un très grand écrivain de théâtre, qui a fait de très belles pièces, c'est un vrai talent français, et qui met dans la bouche de Cyrano de Bergerac. Et il disait, les aigris, les petits, les ratés, enfin, c'était pas les ratés, mais les, les sans envergure, enfin bon, m'ont ôté mes roses et mes lauriers que j'avais gagnés,
ont pu me m'ôter, ont pu m'ôter les roses et les lauriers que j'ai gagnés, mais mais quand je balayerai de mon chapeau à plumes le seuil bleu du ciel, il y a une chose qu'ils ne pourront jamais m'ôter, c'est mon panache. C'est joli. Oui, Quand je effectivement. balayerai de mon chapeau à plumes le seuil bleu du ciel, il y a une chose qu'ils ne pourront jamais m'ôter, c'est mon panache. Eh ben, Il est éternel, il n'est plus là, mais ses idées sont toujours là. oui, non, mais c'est bien pour ça que c'était un précurseur comment j'ai dit tout à l'heure, un visionnaire et un précurseur. Un précurseur, c'est ça. C'est pour ça qu'il rentrera dans l'histoire et que l'histoire lui rendra justice à sa juste mesure. Mais il est déjà dans le présent. Il est déjà entré dans le présent, dans le passé de la France évidemment, dans des 40 dernières années, dans le présent encore plus et dans le futur de demain, du train où ça va, probablement plus encore. Ben, c'est à ça qu'on reconnaît la différence entre un grand homme et un Macron. Voilà, entre D'accord. un homme Bah, d'État et un arriviste. Bon, c'est terminus. Je veux dire, c'est le contraste entre l'homme d'ombre et l'homme de lumière. Voilà, c'est tout est dit. ouais, ben merci beaucoup, c'était très intéressant. Il y a pas mal d'informations Ah que oui, que j'ignorais. personne ne sait, bien sûr. Donc, merci. Il faudrait que je revoie la vidéo, que je fasse la liste, les artistes, etc. C'est très intéressant. Voilà, Ah, mais ça il y fait en a plus d'une d'autres. heure. Je voulais J'en qu'on ai fasse cité moins d'une qu'une demi-heure. petite partie. Hein. Oui, Il y oui. en a beaucoup Mais bon, d'autres. voilà, très bien. Peut-être moi, j'aurais une dernière question. Comment ça va au Portugal? Parce que tu es élu pour le Portugal. Comment vont les Français du Portugal et comment tu vois la suite? Est-ce que au niveau politique, est-ce que les gens se mobilisent? Est-ce qu'ils suivent toujours? J'ai vu récemment des photos de réunions Reconquête au Portugal. J'ai l'impression qu'il y avait du monde. Toi, Oui, qu'est-ce que tu récemment, fais? ben, je connais bien Comment va le leur RN au Portugal? oui, oui. Ben, je Est-ce que tu connais peux bien faire... leur responsable local, à qui j'ai parlé il n'y a pas encore longtemps, qui m'avait invité d'ailleurs à C'est une qui? chose, mais Est-ce qui que c'est François Villemont. Villemain, oui, oui, d'accord, très Oui, bien. oui, Parce oui. que Oui, il m'a oui. contacté. Oui, 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 oui. Non, mais il est assez actif sur la toile. Ben, il faut dire qu'il est moins occupé que moi, parce que moi, j'ai trois métiers, en fait, trois activités qui fait que, tu vois, là, j'ai du mal à dégager, surtout quand je fais des grands travaux d'immobilier, enfin de Oui, oui, je construction, sais. d'innovation. Donc, Est-ce que ça vous traite allez sur moi. travailler ensemble pour les prochaines échéances, tu Ah, penses? écoute, je le souhaiterais. Alors là, je fais attention à ce que je dis parce que on est quand même un parti, comme tous les partis Et donc, bureaucratiques ça se un peu décide à Paris, peut-être pas oui, à Lisbonne. voilà. Alors Paris a ses spécificités, disons pudiquement. Et donc, bon, mais ça, on aura une discussion là-dessus. Alors, si tu veux, bon, la situation, ben, on a progressé parce que, d'ailleurs avec l'appoint des voies de reconquête, au, à à la Législative. législative de Ibérique, à l'église ibérique, où on a fait où notre candidate qui nous avait été, enfin qui était la responsable administrative de la circonscription ibérique, euh, on l'a soutenue localement, bien sûr, parce qu'elle habite pas le coin, alors ça l'a handicapée Johanna un peu. Oui, Noël, oui, c'est ça? voilà. Oui, donc là, on l'a soutenu. On a fait un résultat en progrès et donc pas mauvais. Beaucoup mieux que Reconquête, mais bon, Reconquête, ben oui, C'était parce une qu'ils ont circonstance voté, particulière aussi, oui. Après ils la ont voté un peu dissolution, les utile, oui, alliances. voilà. Et puis, mais je connaissais bien leur candidate, une fille avec qui je m'entendais très bien, que je connaissais, qui est une ancienne du Front d'ailleurs, bon, enfin du RN. Donc, si tu veux, on n'avait pas d'opposition. Euh, bon, donc nous, ça s'est plutôt pas mal passé. Maintenant, comme je lui ai dit à Johanna, elle l'a bien compris, ne te fais pas d'illusions, parce que pour l'instant, bon, en politique, rien n'est jamais impossible, Trump l'a montré. Mais enfin, malgré tout, on a un handicap qui est d'avoir un député qui est lui qui habite Madrid et qu'on a laissé s'enraciner, à tort. J'ai toujours dit qu'il fallait que c'était ça l'obstacle numéro un et qu'il fallait surtout. Bon, les gens ne m'ont pas écouté, ils ont eu tort et c'est moi qui ai eu raison. Résultat, il s'est enraciné parce que c'est son deuxième mandat. Bon,
Donc, si tu veux, et alors, c'est quand même, comme je dis, les Français de l'étranger, tu le sais très bien, ce sont ou des bobos, ou des gratteurs de guitare avec un os dans le nez et en savate qui font la manche sur les quais de Lisbonne. Bon, enfin, j'exagère, mais alors ceux-là, ils sont mélanchonites, ou alors c'est des instituts ou des ex-profs de l'éducation qui sont tous socialistes, comme on sait. Bon, donc si tu veux, où ils sont socialistes, où ils sont bébés requins, ils se croient tous banquiers, surtout quand c'est des expatriés de grosses boîtes qui roulent sur l'or, enfin qui sont bien payés, disons. Et donc tous ces gens-là se la pètent, et dans ce cas, ils sont macronistes par snobisme de classe. Hein. Mais le jour où on sera au pouvoir et où on tiendra le manche, je suis prêt à parier que la moitié de ces opportunistes, ne serait-ce que pour des raisons de business, se rallieront à notre panache bleu, blanc, rouge. Bon, Oui, comme Zuckerberg avec Facebook et d'autres. et voilà, donc comme c'est la règle chez ces gens-là qui n'ont pas de conviction, qui ont un portefeuille, Bah, ils voient la des soupe, c'est normal. préjugés, oui, un portefeuille, des préjugés et pas de conviction. C'est bien ça le problème. Et qui tourne au gré du vent. Donc voilà, donc ça, la situation donc, est difficile et on a progressé, mais il ne faut pas se faire d'illusions dans un avenir prévisible, sauf effectivement si Marine emporte la présidentielle et qu'ensuite il y a un raz-de-marée, machin, peut-être que blabla, et avec des alliances et tout. Mais bon, mais c'est quand même, on n'est pas dans une circonscription la plus favorable déjà. Ensuite, ben, avec Reconquête, donc moi ça se passe bien. Moi sur le plan personnel, j'ai bon, je diffuse quand c'est pas idiot ce qu'ils disent, je reprends certaines choses quand on est d'accord. Et inversement, ils ont l'honnêteté intellectuelle. Tu vois là, par exemple, mon interview, ils sont capables, si ça leur plaît, de la diffuser, sachant bien que je suis RN. Lui n'est pas sectaire et moi non plus. Bon, Mais donc je vais lui voilà. envoyer alors. Salutations à Oui, François si tu nous écoutes. oui, 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 tu peux lui envoyer. Oui, d'autant plus qu'une chose que j'ai appréciée, alors là, je lui renvoie un peu l'ascenseur. Alors, ça va peut-être faire grincer les dents chez certains, mais c'est un fait. À la fameuse messe de l'église du Val-de-Grâce, l'hommage public, hein, pas l'enterrement privé familial à la Trinité, qui était magnifique d'ailleurs, tu peux regarder, ça a été retransmis, tout était beau, les chants. L'aumônier, c'était l'aumônier de la Légion étrangère. Bon, enfin, c'était de grande tenue. Et parmi à ma grande surprise moi-même, au premier rang et à la fin, quand tu sais, dans les enterrements, à la fin, la famille passe devant un certain nombre de gens les plus de qualité. Enfin bon, alors il y avait Bruno Gollnisch, oui, c'était un ami de Le Pen, tout ça, c'est normal. Mais dans les hommes politiques, il y avait, euh, comment il s'appelle, De Villiers, qui était présent, qui a eu le courage d'être présent pour participer à cette messe. Il y a eu l'autre qui a été courageux, ancien LR, ben, le fameux qui a fait scission là, de DLR. Pelletier? Là, comment? Pelletier? Non? Mais non, mais non. Le président des DLR indépendants maintenant qui Ah, fait alliance. Ciotti. Ciotti, oui, Ciotti, oui. il y avait Ciotti, il y avait De Villiers. Enfin, Oui, j'ai vu déjà, la photo, et avec Zemmour aussi. alors voilà, c'est ça. Et j'allais dire, il y avait d'autres, moins connus, mais il y avait Zemmour, ce que j'ai apprécié, parce que j'ai trouvé que c'était très honnête de sa part. Et d'ailleurs, avec Le Pen, il s'appréciait assez, parce qu'ils ont eu beaucoup de discussions, même avant qu'il fasse de la politique aussi. Hein. Et puis Marion, ben, elle était un peu trait d'union aussi. Bon. Donc, si tu veux, ben là, j'appréciais et je donne un coup de chapeau au fair play de Zemmour. Ce qui n'empêche pas que chacun peut avoir ses opinions convergentes, divergentes. D'ailleurs, ça reprend ce que tu disais. Aussi, s'il a été invité, c'est parce qu'il a une ligne probablement sur le plan peut-être économique plus libérale que Marine. Et c'est peut-être pour ça qu'il a une proximité plus grande avec les équipes républicaines libérales de Trump. À mon avis, c'est aussi une des raisons. Bon, enfin, en tout cas, et Marine, très sportivement aussi, a donné l'accolade ou le au revoir en passant devant tous ces gens-là. Et il n'a pas se nommé Zemmour, comme c'est normal. Bah oui, ça va, Euh, c'est l'enterrement oui, quand même.
Oui, 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 non, non, mais c'est fair play, je veux dire, c'est bien. Bien sûr, ouais. Beaucoup ne sont pas venus, hein, notamment chez les LR, je crois qu'on n'a vu personne. Bon, et même Retailleau, il aurait pu se fondre de venir, par exemple. Bon, mais ils ne voulaient pas se compromettre, ces gens-là. Ils ont peur de tout, ils ont peur de leur ombre, alors ils n'iront pas s'engager en Algérie, bien sûr, mais même risquer de ne pas être salués le lendemain par leur concierge, mais pour eux, c'est l'abomination de la désolation de la fin du monde. Tu comprends? On pourrait dire que peut-être il serait soupçonné de pactiser avec le diable. Non, mais c'est la connerie, pour parler français, et la lâcheté de ce monde politique qui nous gouverne encore, et ce depuis 40 ans, il est bien temps quand même qu'il dégage. Parce que, et les jeunes, c'est pareil, j'ai cité le Mozart de la finance et puis Attal et tout, mais il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ils sont aussi nuls que leurs brillants aînés. Hein. Ouais. Quoique le Mozart de la finance, il a fait très fort, il a battu le record. Voilà. Il est au sommet de la chaîne. Ah oui, ah Voilà. oui, il est Voilà. au Bon, top en tout 5. cas, Il ouais. fait partie du top 5. Bon, merci beaucoup. C'était très long, finalement, plus que j'imaginais, mais bon, c'était intéressant. Donc, bon, Ben voilà. oui, parce qu'en même temps, on a Euh, conversé voilà, on agréablement. a ben, presque 1 heure et demie. Ah oui, quand Voilà. même, mais tu vois, je ne m'en suis pas rendu compte. C'est le plaisir de ta compagnie. Moi aussi. Voilà. Mais j'espère à très vite. Bonne continuation au Ben, Portugal. si tu Et veux, non, si tu veux condenser certaines parties, hein, évidemment, oui, mais fais-le. bon, non, je vais le faire maintenant. Je vais diffuser que tel que c'est. C'est un peu un podcast, donc j'invite les auditeurs à faire ça en même temps que, à écouter en même temps qu'ils font de la muscu, qu'ils conduisent leur Oui, voiture. c'est ça. Non, parce que ce qui Voilà. peut amuser les uns Oui, il y a voilà. d'autres Non, je choses trouve que tout qui était peuvent intéresser. intéressant. Historiquement, ça donne un témoignage, Oui, oui, on peut voir ça en plusieurs ça parties. donne une optique. Bon, puis c'est un peu amusant parce que je me paye un peu quand même leur tête. Bon, Très même bien. beaucoup. Merci beaucoup, Hervé. À très bientôt. Allez, salut, à Bye bientôt, au revoir. bye.